Le 22 juin 1941, avec le début de l'opération Barbarossa, les Waffen-SS furent unifiés sous une seule structure opérationnelle par ordre direct de Heinrich Himmler, se préparant à leur déploiement sur le front de l'Est. Parmi leurs unités les plus craintes se trouvait le 2e corps Panzer SS, une force blindée létale qui sema la terreur sur les fronts oriental et occidental, équipée des formidables tanks Tiger et Panther, symboles de la puissance mécanisée du Troisième Reich. Leur image imposante était renforcée par leurs uniformes noirs et camouflés emblématiques, conçus non seulement pour le combat, mais aussi pour projeter l'autorité et la peur. Mais ce n'était pas seulement leur machine de guerre qui les rendait dangereux. Leurs troupes maniant le Sturmgewehr 44, le premier fusil d'assaut moderne, une arme automatique révolutionnaire qui posa les bases des fusils de combat du futur. Avec un arsenal avancé et une détermination fanatique, les Waffen-SS étaient la pointe de lance de la Wehrmacht. Au nom d'Adolf Hitler, ils jurèrent une fidélité absolue et cherchèrent à conquérir la terre ainsi que les cieux. L'ascension imparable des Waffen-SS, la naissance de l'élite. Depuis ses débuts, la Leibstandarte-SS Adolf Hitler représentait l'élite de l'organisation paramilitaire du Troisième Reich. Dans un acte solennel de fidélité absolue, ses membres jurèrent une loyauté inébranlable à Adolf Hitler, s'engageant à suivre ses ordres sans les remettre en question. Ce serment marqua le début de la consolidation des SS, une force qui évoluerait rapidement d'une garde personnelle à une unité de combat de premier niveau au sein des Waffen-SS. En 1934, la Leibstandarte arborait déjà les uniformes noirs emblématiques, conçus par Karl Diebitsch et Walter Heck, qui projetaient une image d'autorité et de discipline implacable. Leur design élégant, combiné à des insignes tels que les runes des SS sur le col et le brassard nazi distinctif, les rendait facilement reconnaissables. Contrairement aux autres forces militaires de l'époque, leur tenue était méticuleusement fabriquée pour imposer respect et peur, reflétant la vision de Himmler d'une élite militaire et politique. L'influence de la Leibstandarte grandit rapidement, devenant l'unité la plus proche du Führer. Plus qu'une simple escorte, ses membres assumèrent des rôles d'assistants, de chauffeurs et d'assistants personnels, renforçant l'image de Hitler comme un leader entouré d'une élite d'hommes loyaux. À mesure que le régime progressait, la Leibstandarte prépara le terrain pour l'émergence des Waffen-SS. Les Waffen-SS connurent leur véritable consolidation lors de l'invasion de l'Union soviétique, à partir du 22 juin 1941. Jusqu'à ce moment-là, leur structure et leur opérationnalité étaient limitées par rapport à la Wehrmacht. Avant cette campagne, leur rôle était limité par rapport à celui de la Wehrmacht, mais l'ampleur du conflit obligea leur expansion. Elles furent déployées sur différents fronts. Le groupe d'armée Nord, avec la 3e division SS Panzer Totenkopf et la 4e division SS de Police Polizei, le groupe d'armée Centre avec la 2e division SS Panzer Das Reich, le groupe d'armée Sud avec la 1e et 5e division SS Panzer Leibstandarte et Viking, et le groupe d'armée finlandais avec la 6e division SS de montagne Nord. Cette mobilisation fit des Waffen-SS un élément essentiel de la stratégie militaire allemande. Durant la campagne sur le front de l'Est, ces unités montrèrent leur efficacité dans des combats décisifs. La 2e division SS Panzer Das Reich contribua à la destruction de la poche de Minsk, tandis que la 3e division SS Panzer Totenkopf progressa à travers les pays baltes. En Ukraine, la 1re et 5e division SS Panzer participèrent à la capture de plus de 500 000 soldats soviétiques à Kiev. Malgré ces succès, elles subirent aussi des revers, comme la quasi-destruction de la 6e division SS de montagne Nord dans la péninsule de Kola et le retrait de plusieurs divisions après la bataille de Moscou. Ces expériences renforcèrent la structure des Waffen-SS et affirmèrent leur rôle dans le conflit. Avec l'entrée des États-Unis dans la guerre, les Waffen-SS élargirent leurs rangs, incorporant non seulement davantage de soldats allemands, mais aussi des volontaires étrangers. De nouvelles divisions émergèrent, comme la 8e division SS de cavalerie Florian Geyer et la 9e division SS Panzer Hohenstaufen. De plus,
des unités étrangères comme la SS flamande Langemark, la SS wallonne Wallonie et la première division SS de cavalerie cosaque Kosaken reflétaient la nécessité d'élargir leur composition. La consolidation des Waffen-SS les transforma en une armée multinationale, dont la croissance répondit plus à l'urgence du conflit qu'à une stratégie idéologique initiale. Les Waffen-SS bénéficièrent d'un traitement de faveur par rapport à l'armée régulière allemande, ce qui provoqua des tensions et des ressentiments au sein de la Wehrmacht tout au long de la guerre. Dès le début, ces unités étaient conçues comme une force d'élite avec un fort composant idéologique, ce qui leur permettait de recevoir du matériel de haute qualité, un meilleur approvisionnement et une priorité dans l'attribution des troupes et des fournitures. Tandis que de nombreuses divisions de la Wehrmacht souffraient de pénuries de matériel, surtout dans la phase finale du conflit, les unités des Waffen-SS continuaient de recevoir des véhicules blindés modernes, des armes avancées et des remplacements de personnel bien entraîné, même lorsque la situation stratégique de l'Allemagne était désespérée. Ce favoritisme conduisit à une perception au sein de l'armée régulière selon laquelle les Waffen-SS n'étaient pas seulement une force séparée, mais privilégiée, ce qui créa un fort ressentiment, en particulier chez les officiers vétérans de la Wehrmacht, qui voyaient leurs propres unités se retrouver sans ressources essentielles, tandis que les Waffen-SS étaient traités avec priorité. L'un des exemples les plus clairs de ce traitement préférentiel fut la formation des divisions Panzer des Waffen-SS, qui étaient dans certains cas mieux équipées que leurs homologues de la Wehrmacht. Des divisions comme la Leibstandart-SS Adolf Hitler, Das Reich, Totenkopf et Wiking furent dotées des modèles les plus avancés de tanks et de blindés, comme les Panzer IV, Panther et Tiger, bien que de nombreuses unités de la Wehrmacht continuassent d'opérer avec des modèles plus anciens ou éprouvent des difficultés à recevoir des remplacements. Cet avantage en matériel et en approvisionnement fit des divisions Panzer des Waffen-SS des forces hautement offensives et redoutées sur le champ de bataille. Cependant, la confiance excessive dans l'idéologie et l'esprit de combat plutôt que dans la professionnalisation tactique fit que ces unités agissaient, à de nombreuses reprises, avec une agressivité incontrôlée, ce qui entraînait des pertes élevées et des manœuvres risquées compromettant leur propre position. Bien que certaines divisions aient atteint un haut niveau de compétences militaires, beaucoup étaient vus par les commandants de la Wehrmacht comme des gaspilleuses de matériel et des fanatiques, plus préoccupés par la démonstration de leur loyauté envers le régime que par l'application de tactiques militaires prudentes et efficaces. Le 2e corps Panzer SS, l'unité blindée la plus puissante de l'Allemagne. Le 2e corps Panzer SS fut l'unité blindée la plus puissante et létale de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Formé par les Waffen-SS, il reçut les meilleurs armements et équipements disponibles, surpassant même de nombreuses divisions de la R. Son origine remonte à 1942, lorsque le SS Obergruppenführer Paul Hauser convainquit Himmler et Hitler d'équiper les divisions Leibstandart, Das Reich et Totenkopf d'un effectif complet de chars. À partir de ce moment, les Waffen-SS devinrent une force blindée d'élite. Ces 3 principales divisions étaient équipées de certains des meilleurs blindés de l'armée allemande. Parmi eux, les chars Panther modèles Ausführung D et Ausführung A se distinguaient, considérés comme les plus avancés parmi les chars moyens. Ces véhicules étaient armés du canon à haute vitesse Kampfwagenkanon 42 de 75 mm, l'une des armes les plus efficaces du conflit, capable de détruire n'importe quel char ennemi à plus de 2000 mètres de distance. Leur combinaison de puissance de feu, de vitesse et de blindage incliné leur donnait un net avantage sur les chars soviétiques T-34 et les Sherman utilisés par les Alliés. En plus des Panthers, le 2e corps Panzer SS disposait d'une compagnie complète de chars lourds, Panzer VI, Tiger modèle 1, connus pour leur immense puissance de destruction. Ces chars étaient équipés du canon Kampfwagenkanon 36 de 88 mm, une arme à la capacité de pénétration dévastatrice, capable de détruire tout blindé soviétique ou allié avant que ceux-ci puissent riposter. Leur épais blindage frontal les rendait presque indestructibles en combat direct, leur conférant un avantage considérable sur le champ de bataille. Cependant, tous les chars du 2e corps Panzer SS n'étaient pas des modèles de dernière génération.
De nombreuses unités utilisaient encore des chars Panzer III et Panzer IV, notamment en soutien. Les Panzer III, bien que déjà considérés comme obsolètes, restaient en service dans leurs versions les plus récentes, telles que les modèles L et M, équipés de canons Kampfwagenkanon 60 de 50 mm. D'autre part, les Panzer IV, dans leurs versions les plus avancées comme l'Ausführung H, bénéficiaient d'un blindage renforcé et étaient armés du Kampfwagenkanon 40 de 75 mm à haute vitesse, ce qui en faisait la colonne vertébrale des forces blindées allemandes. Enfin, le bataillon de chasseurs de chars du 2e corps Panzer SS comptait sur des véhicules spécialisés tels que le Sturmgeschütz III et le Marder III, conçus pour la destruction de blindés ennemis à partir de positions défensives. Des soldats expérimentés et redoutables. Les soldats du 2e corps Panzer SS étaient des combattants hautement entraînés et aguerris par la guerre, avec une vaste expérience du champ de bataille. La plupart avaient entre 3 et 4 ans de combat actifs, ce qui en faisait des vétérans endurcis, pleinement conscients de ce qui leur était exigé et de la brutalité des affrontements. Leur formation reposait sur l'agressivité, la surprise et la combinaison de différents types d'armes, leur permettant d'exécuter des attaques coordonnées d'une puissance de feu dévastatrice. De plus, ils étaient convaincus de leur supériorité technique et tactique sur l'ennemi, ce qui renforçait leur morale et les faisait combattre avec une détermination extrême, tant en attaque qu'en défense. Les campagnes du 2e corps Panzer SS. Après la chute de Stalingrad en 1943, la Wehrmacht fut contrainte de réorganiser ses forces sur le front de l'Est. Le 2e corps Panzer SS fut envoyé en urgence sur ce secteur, où il fut intégré au groupe d'armées Sud, sous le commandement du maréchal Erich von Manstein. Sa mission principale était d'empêcher la chute de Kharkov, une ville clé pour la ligne de ravitaillement allemande. Cependant, face à la supériorité numérique écrasante de l'armée rouge, Hausser prit la difficile décision de retirer ses troupes le 15 février 1943, désobéissant à l'ordre d'Hitler de résister à tout prix. Cette retraite stratégique permit au 2e corps Panzer SS de se regrouper et de lancer une contre-offensive féroce aux côtés des forces de Manstein. En mars 1943, ils menèrent la 3e bataille de Kharkov, où ils exécutèrent des attaques d'encerclement et anéantirent plusieurs unités soviétiques. La ville fut reconquise le 14 mars, consolidant ainsi leur réputation comme l'une des formations les plus redoutables de l'armée allemande. En juillet 1943, le 2e corps Panzer SS participa à l'opération Zitadelle, la dernière grande offensive allemande sur le front de l'Est. Au cours de cette opération, le corps fit partie de la 4e armée Panzer, menant l'offensive sur le secteur sud de la bataille de Koursk. C'est là qu'ils prirent part à la féroce bataille de Prokhorovka, l'une des plus grandes batailles de chars de l'histoire. Malgré l'utilisation de blindés modernes comme les Panther et Tiger, la résistance soviétique acharnée et l'utilisation massive de défenses anti-chars causèrent d'énormes pertes aux Waffen-SS. Après l'échec de l'opération, les divisions du 2e corps Panzer SS furent retirées et envoyées en Italie en réponse à l'invasion alliée de la Sicile. Cependant, seule la Leibstandart SS Adolf Hitler fut transférée, tandis que les Das Reich et Totenkopf restèrent sur le front de l'Est. En juin 1944, après le débarquement allié en Normandie, le 2e corps Panzer SS fut envoyé en France pour tenter de contenir l'offensive alliée. Désormais sous le commandement du SS Gruppenführer Wilhelm Dietrich, le corps participa à la bataille de Caen, affrontant le 21e groupe d'armées britannique. Cependant, la supériorité aérienne alliée et les bombardements incessants entravèrent considérablement leur capacité de manœuvre. Après la retraite de Normandie, les restes du corps se regroupèrent près d'Arnhem en septembre 1944, juste à temps pour faire face à l'opération Market Garden, une offensive alliée visant à capturer les ponts stratégiques aux Pays-Bas. Le 2e corps Panzer SS combattit férocement contre la 1re division aéroportée britannique, infligeant de lourdes pertes et parvenant à freiner l'avancée alliée. Plus tard, en décembre 1944, il participa à la bataille des Ardennes, servant sous le 6e armée Panzer de Joseph Sepp Dietrich. Cependant,
Le manque de carburant et la résistance américaine à Bastogne empêchèrent l'attaque d'atteindre son objectif de diviser les Alliés sur le front occidental. Au début de 1945, le 2e corps Panzer SS fut transféré en Hongrie pour participer à l'opération Réveil du printemps, une tentative désespérée de la Wehrmacht pour reprendre Budapest et les champs pétroliers du lac Balaton. Malgré les renforts, l'offensive se solde par un échec total, en partie à cause des conditions de terrain déplorables et de la résistance tenace des Soviétiques. Avec la situation se détériorant rapidement, le corps se retire sur Vienne avec le reste des forces allemandes, cherchant à éviter la capture par l'armée rouge. En mai 1945, après la chute de Vienne, les derniers restes du 2e corps Panzer SS tentèrent de fuir vers l'ouest pour se rendre aux alliés occidentaux plutôt qu'aux soviétiques, redoutant les représailles. Finalement, le 8 mai 1945, la majorité de ces soldats et officiers se rendirent aux forces américaines, marquant la fin de l'une des unités blindées les plus puissantes de l'Allemagne nazie. Le Panzerwerfer 42 et le Nebelwerfer dans les Waffen-SS. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Waffen-SS utilisèrent diverses technologies d'artillerie pour maintenir leur puissance de feu sur les fronts de combat. Parmi elles se distinguaient les lance-roquettes multiples Panzerwerfer 42 et Nebelwerfer, 2 systèmes d'armement qui offraient une combinaison dévastatrice de puissance de feu et de terreur psychologique. Le Nebelwerfer, traduit par lanceur de brouillard, fut développé à l'origine par l'armée allemande comme une arme d'artillerie à roquettes. Son premier modèle, le Nebelwerfer 41 de 150 mm, fut introduit en 1940 et utilisé pour la première fois en combat lors de l'invasion de l'Union soviétique en 1941. Son impact fut immédiat. L'utilisation de roquettes permettait de couvrir des zones plus larges que l'artillerie conventionnelle, ce qui le rendait idéal pour frapper de grandes formations ennemies ou des positions défensives fortifiées. Le Nebelwerfer pouvait tirer une salve de 6 roquettes en succession rapide, générant un impact dévastateur sur le moral de l'ennemi. La vitesse et la puissance des projectiles, ajoutées au bruit caractéristique assourdissant qu'il produisait en vol, poussèrent les soldats alliés à le surnommer le Screaming Mimi, ou Mini qui jette des cris. De plus, le système pouvait tirer des projectiles de différents types, y compris des explosifs à haute puissance, de la fumée et des agents chimiques, augmentant ainsi sa polyvalence sur le champ de bataille. Le principal inconvénient du Nebelwerfer était qu'il laissait des traces de fumée visibles après le tir des roquettes, permettant à l'artillerie ennemie de localiser rapidement la position de tir et de répondre avec un feu de contre-batterie. Pour contrer ce problème, les Allemands mirent au point une solution: monter le lance-roquettes sur un véhicule blindé pour augmenter sa mobilité et réduire sa vulnérabilité. Ainsi naquit le Panzerwerfer 42. Le Panzerwerfer 42 était une version améliorée du Nebelwerfer, monté sur le châssis d'un semi-chenillé SDKFZ 4,1 Moltier, ce qui lui conférait une meilleure mobilité et protection par rapport au modèle remorqué. Il était équipé de 10 tubes lance-roquettes de 150 mm et pouvait transporter jusqu'à 20 roquettes, ce qui lui permettait de tirer 2 salves avant de devoir recharger. Avec une vitesse maximale de 40 km/h et une équipe de 3 hommes, ce système combinait la puissance destructrice des roquettes avec la capacité de se déplacer rapidement après chaque attaque. Malgré sa puissance de feu, le Panzerwerfer avait plusieurs limitations. Sa cadence de tir était relativement faible, car les roquettes mettaient du temps à être rechargées. De plus, son blindage de 8 mm ne le protégeait que contre les tirs d'armes légères et la shrapnel, le rendant vulnérable aux attaques de tanks ou d'artillerie anti-chars. Cependant, sa capacité de mobilité lui permettait de se réinstaller rapidement après un tir, rendant plus difficile sa destruction par les forces ennemies. L'un des premiers usages significatifs du Panzerwerfer 42 et du Nebelwerfer en combat eut lieu lors de la bataille de Kursk, la plus grande bataille de chars de l'histoire. Lors de cette offensive, les Allemands employèrent massivement ces lance-roquettes pour affaiblir les positions soviétiques avant les assauts blindés. Cependant, la résistance soviétique et l'utilisation extensive de défenses anti-chars causèrent de lourdes pertes parmi les troupes allemandes. Les Alliés rencontrèrent le Panzerwerfer lors de la bataille de Normandie et son impact fut dévastateur. Les troupes britanniques et canadiennes
confrontés à la plus grande concentration de forces blindées dans le secteur de Cannes, furent sévèrement frappés par les lance-roquettes. La 7e brigade Werfer, composée des 83e et 84e régiments Werfer, lança plus de 8000 tonnes de munitions contre les troupes alliées sur la colline 112, compliquant ainsi leurs avancées. Lors de l'offensive allemande dans les Ardennes, le Panzerwerfer joua un rôle crucial dans les bombardements d'artillerie précédant les assauts blindés. Les positions défensives américaines à Bastogne furent attaquées à coups de roquettes, générant confusion et panique parmi les troupes alliées. Cependant, le manque de fournitures et de carburant limita l'efficacité de ces armes dans la phase finale de l'offensive. Le dernier grand usage du Panzerwerfer eut lieu lors de la défense de Berlin. Les forces allemandes, dans une situation désespérée, utilisèrent leur dernier lance-roquettes pour stopper l'avancée soviétique dans les rues de la capitale. Malgré leurs efforts, la supériorité numérique et matérielle de l'armée rouge conduisit à la chute de la ville le 2 mai 1945. Sturmgewehr 44, la naissance du fusil d'assaut qui a changé l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande fit face à la nécessité de disposer d'une arme combinant la puissance de feu d'une mitrailleuse et la mobilité d'un fusil standard. Ainsi naquit le STG-44, le premier fusil d'assaut moderne. Développé par Hugo Schmeisser et une équipe d'ingénieurs en 1942, le STG-44 intégrait des innovations clés, comme le calibre intermédiaire, ce qui lui donna un équilibre parfait entre portée et cadence de tir. Son impact se fit sentir principalement dans les mains des troupes d'élite des Waffen-SS, qui l'utilisèrent avec une grande efficacité lors de batailles décisives telles que celle des Ardennes. Bien que l'arme révolutionnât le champ de bataille, sa production fut bien plus complexe que prévu. Le plan d'Adolf Hitler de produire des millions d'unités du Sturmgewehr 44 était ambitieux. Pas moins de 200 millions de cartouches mensuelles étaient prévues, ce qui nécessitait la mobilisation d'une quantité de travailleurs et de ressources sans précédent. Pour atteindre cette production massive, 86 000 travailleurs supplémentaires seraient nécessaires, une somme que l'Allemagne ne pouvait pas obtenir, étant déjà confrontée à des problèmes logistiques en raison du manque de main-d'œuvre qualifiée. L'industrie allemande était déjà au maximum de ses capacités et le pays se trouvait dans une guerre sur plusieurs fronts. La production d'armement n'était pas le seul défi. Les tensions sur les lignes d'approvisionnement et la pression constante des Alliés sur les usines allemandes compliquaient la possibilité d'atteindre les chiffres escomptés. Dans les premières années de la guerre, les forces allemandes durent revoir leurs tactiques et leur armement. Le fusil standard, le Kar 9-8-1K, était efficace à longue portée, mais les exigences du front de guerre, dans des territoires comme la Russie, où les distances étaient plus courtes et les escarmouches plus fréquentes, montrèrent le besoin d'une arme plus polyvalente. Les ingénieurs allemands commencèrent à travailler sur une nouvelle classe d'armes qui pourrait offrir le meilleur des deux mondes. La puissance de feu d'un fusil d'assaut et la maniabilité d'une mitraillette. Le résultat fut le Sturmgewehr 44, un fusil d'assaut qui utilisait le cartouche intermédiaire 7,92 par 33 mm, offrant un équilibre entre portée et puissance de feu. Son design innovant marqua le début d'une nouvelle ère dans l'armement militaire. Le STG-44 était capable de tirer en mode automatique et semi-automatique, ce qui en faisait un outil idéal pour la guerre moderne, où la mobilité et la capacité de répondre rapidement aux changements du terrain étaient essentielles. Dès sa création, le STG-44 fut destiné principalement aux Waffen-SS, l'élite militaire du Troisième Reich. Cette unité, connue pour sa brutalité et son fervent idéalisme, s'attela à pousser les tactiques de guerre allemandes à leurs limites. Le STG-44 s'adaptait parfaitement à leur approche du combat, car il permettait aux troupes de se déplacer rapidement et d'adapter leurs tirs aux circonstances du terrain. Alors que les fusils traditionnels étaient plus efficaces à longue distance, le STG-44 brillait dans les combats rapprochés et les situations d'assaut, offrant un avantage crucial sur le terrain. Un des moments les plus emblématiques de l'utilisation du STG-44 fut pendant la bataille des Ardennes en 1944, où les forces allemandes tentèrent de lancer une offensive surprise contre les forces alliées sur le front occidental. Les troupes allemandes, y compris les panzergrenadiers,
une unité d'infanterie mécanisée luttant aux côtés des unités blindées, utilisèrent le STG-44 avec une grande efficacité dans cette bataille. Les panzergrenadiers, entraînés à opérer dans des conditions extrêmes et avec un haut degré de mobilité, bénéficièrent énormément du STG-44. La pénurie de munitions fut un facteur critique pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier pour les forces allemandes. À mesure que la guerre s'intensifiait, la nécessité d'armement, en particulier du fusil d'assaut STG-44, devenait de plus en plus pressante. Cependant, les prévisions de production du STG-44, qui nécessitaient la fabrication de 200 millions de cartouches par mois, furent difficiles à réaliser en raison du manque de ressources et de main-d'œuvre. Selon les calculs allemands, pour répondre aux attentes de production de ce fusil, environ 86 000 travailleurs supplémentaires auraient été nécessaires. Toutefois, ces travailleurs n'étaient pas disponibles en raison des lourdes pertes subies sur le front oriental, ce qui affecta gravement la production et la capacité d'approvisionnement. Malgré ces efforts, la pénurie de munitions devint un problème encore plus critique, et la situation sur le terrain de bataille refléta ces difficultés. Le manque de munitions fut tel que parfois, des unités comme la première division d'infanterie, qui avaient encore un accès limité aux ressources, furent contraintes de se battre avec le minimum nécessaire. Les uniformes des Waffen-SS, design avant-gardiste et prématuré pour son époque. En 1932, les SS adoptèrent un uniforme emblématique, conçu par Karl Diebitsch en collaboration avec le designer graphique Walter Heck. Cet ensemble comprenait une chemise brune en référence au SA, mais le reste de l'habillement, du chaussure à la casquette de style militaire, était complètement noir, à l'exception du brassard rouge distinctif. Pour les conditions climatiques adverses, des manteaux longs en laine avec les mêmes éléments d'identification étaient fournis, épaulettes, insignes sur le col et le brassard caractéristique. Durant cette période, une nouvelle boucle de ceinture fut conçue par l'entreprise Overhoff, portant l'inscription « Mon honneur et la loyauté », remplaçant la version précédente utilisée par les SA. De nouveaux grades furent ajoutés dans la hiérarchie des SS, incluant les rangs de Sturmmann et Rottenführer. Simultanément, Himmler mit en place un système de sélection plus strict pour l'admission, exigeant des preuves documentées de l'ascendance aryenne. Une période d'essai obligatoire fut instaurée sous le statut de SS-Anwärter, durant laquelle les candidats devaient rester au moins 6 mois avant d'être officiellement admis en tant que SS-man. Face à l'augmentation du nombre de membres, Röhm poussa à la création de nouveaux rangs pour les officiers, introduisant les titres Obersturmführer et Obersturmbannführer dans le but de renforcer la structure de commandement. En 1933, après l'accession de Hitler au pouvoir en tant que chancelier, les SS commencèrent à établir une distinction plus nette entre officiers et soldats de base. À partir de ce moment, il ne fut possible de promouvoir un Sturmführer qu'avec l'approbation directe de Himmler, qui évaluait personnellement chaque demande. Himmler rejetait les hiérarchies traditionnelles de l'armée et interdisait l'utilisation du préfixe « R » lorsqu'on s'adressait aux officiers supérieurs, une pratique courante dans les forces armées. À la place, l'utilisation de camarade fut encouragée comme forme de traitement dans la plupart des situations. Cette même année, l'insigne runique SS fut introduit et deviendrait avec le temps l'emblème représentatif de toute l'organisation. Au début, son utilisation était limitée aux membres de la Leibstandarte Adolf Hitler. Le principal promoteur de cet insigne fut Sepp Dietrich, qui, le 4 novembre 1933, déclara la Leibstandarte comme une formation indépendante, subordonnée uniquement à Hitler. Dietrich interdit même à Himmler d'accéder aux quartiers généraux de Berlin de la Leibstandarte, et pendant quelques mois ordonna à ses soldats de porter l'uniforme noir sans le brassard avec la swastika, les distinguant ainsi des unités régulières de la Allgemeine SS en Allemagne. En 1934, avec l'expansion des SS-Verfügungstruppe, l'utilisation de l'insigne runique se répandit à ces nouvelles formations, qui deviendront plus tard les Waffen-SS. Pour les différencier du régiment principal de la Leibstandarte, les SSVT adoptèrent des variantes de l'insigne avec de petits numéros indiquant l'unité à laquelle elles appartenaient. 3 versions furent établies, SS1 pour le régiment Deutschland, SS2 pour Germania et depuis 1938,
SS3 pour Der Führer. Ces identifications durèrent pendant toute la Seconde Guerre mondiale et subsistèrent même lorsque les régiments originaux devinrent la deuxième division SS Das Reich, équivalente en taille à une division de l'armée allemande. Un événement clé dans l'évolution de la structure des rangs et des insignes des SS fut la nuit des couteaux longs, qui eut lieu du 30 juin au 2 juillet 1934. La participation des SS à l'élimination de la direction des SA consolida leur position en tant qu'organisation autonome au sein du parti nazi, répondant uniquement à Hitler. En conséquence, plusieurs titres de grade furent modifiés pour dissocier complètement les SS de leurs origines dans les SA. Le changement le plus significatif fut la création du rang de Reichsführer SS pour désigner le commandant suprême des SS. Ce nouveau grade, équivalent à celui de maréchal de champ dans l'armée, donna à Himmler une position d'autorité maximale. Avant 1934, Himmler était simplement reconnu comme un SS Obergruppenführer et le titre de Reichsführer était purement honorifique, bien qu'il préférait l'utiliser. Avec sa formalisation en tant que grade officiel, ainsi que la restructuration d'autres titres, la nomenclature finale des grades des SS fut établie et utilisée jusqu'à la dissolution de l'organisation à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata en 1939, les uniformes de service gris de l'Allgemeine SS adoptèrent une apparence plus militaire en incorporant des épaulettes similaires à celles de la Wehrmacht, à l'exception des généraux des SS, qui continuèrent à porter des épaulettes argentées tressées jusqu'en 1942. Durant cette période, le rang de SS Oberführer perdit son statut de grade général et fut considéré comme un poste équivalent à celui de colonel supérieur. L'uniforme noir emblématique fut utilisé de moins en moins, étant relégué aux réservistes de l'Allgemeine SS en fonction à temps partiel. La dernière apparition massive de l'uniforme noir fut lors du défilé de la victoire à Berlin après la chute de la France en juin 1940. En 1942, Himmler ordonna le retrait de la majorité de ces uniformes, qui furent envoyés sur le front oriental pour être utilisés par des unités auxiliaires de la police locale ou redistribués parmi les SS germaniques dans des pays comme les Pays-Bas et le Danemark. Depuis 1937, la Leibstandart SS Adolf Hitler et les SS Verfügungstruppe adoptèrent un uniforme de campagne fermé de couleur gris-vert qui devint le standard pour la Waffen-SS avec le début du conflit. Ce nouveau Feldanzug ressemblait à l'uniforme de campagne de l'armée de 1936, mais avec des différences dans le design. Le col était plus large et de couleur feldgrau au lieu de vert-bouteille comme celui de la Heer. Les poches inférieures étaient inclinées dans un design distinctif des SS, et le second bouton était situé plus bas pour permettre que le col puisse être porté ouvert avec une cravate dans certaines circonstances. La branche Totenkopf, désignée comme réserve de la Waffen-SS, adopta également cette tenue. Les soldats des unités Panzer des Waffen-SS portaient un uniforme noir à double boutonnage, similaire à celui de l'armée mais avec une coupe légèrement différente. Au fur et à mesure que la guerre avançait, les SS firent un usage intensif de vêtements de camouflage, ce qui leur donna un avantage dans diverses conditions de combat. Pendant ce temps, le personnel des bureaux centraux des SS, en particulier les membres du Reichssicherheitshauptamt, continuèrent à porter l'uniforme de service gris terre pour leurs fonctions administratives. Durant l'offensive des Ardennes en hiver 1944-1945, les panzergrenadiers des Waffen-SS portèrent des uniformes de camouflage avancés conçus pour maximiser la dissimulation dans des terrains boisés et enneigés. L'uniforme consistait en une veste de camouflage réversible, avec des motifs en tons de marron et vert d'un côté et blanc de l'autre pour les environnements enneigés. Des pantalons de camouflage et des capuches intégrées étaient également utilisés pour améliorer la protection contre le froid. De plus, cet ensemble était complété par des gants et des bottes d'hiver, assurant la mobilité et la survie dans des conditions extrêmes. Les vêtements de camouflage des Waffen-SS dans les Ardennes furent un exemple clair de leur approche tactique et de leur innovation dans le domaine de l'habillement militaire. Les Panzergrenadiers SS, l'infanterie blindée du terreur nazi. Les Panzergrenadiers SS étaient des troupes d'infanterie mécanisées des Waffen-SS, conçues pour opérer en étroite coordination avec les divisions blindées allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ces unités combinaient la mobilité et la puissance de feu des véhicules blindés avec la flexibilité de l'infanterie, ce qui leur permettait de réaliser des avancées rapides et de sécuriser des positions stratégiques sur le champ de bataille. Les Panzergrenadiers SS étaient formés pour opérer aux côtés des tanks Panzer en utilisant des véhicules blindés de transport comme les SDKFs 251, ce qui leur permettait de se déplacer rapidement sur le front et de se déployer efficacement. Ils étaient équipés d'un arsenal varié, comprenant des mitrailleuses MG-42, des fusils d'assaut STG-44 et des lance-grenades Panzerfaust pour le combat anti-char. Depuis le début de l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, les Waffen-SS furent restructurés sous un commandement unifié par ordre de Heinrich Himmler, s'intégrant à la machine de guerre allemande avec un rôle clé dans l'offensive orientale. Au sein de ces unités, les Panzergrenadiers SS émergèrent comme une force de choc fondamentale, se distinguant par leur rôle dans le combat mécanisé. Bien que la propagande du régime les présentât comme des guerriers d'élite, la réalité sur le champ de bataille révéla une autre histoire. À peine 5 mois après le début de l'opération Barbarossa, 9% des effectifs de combat des Waffen-SS étaient morts. Le taux de perte parmi les Panzergrenadiers SS était le double de celui de la R, armée régulière allemande, ce qui mettait en évidence de graves problèmes dans leur formation et leur tactique de combat. Cependant, au lieu de reconnaître ces erreurs, le haut commandement nazi évita toute autocritique et renforça le récit de leur prétendue bravoure. Pour corriger les carences dans l'instruction, Theodor Eicke, ancien commandant des unités de garde dans les camps de concentration et défenseur fanatique du national-socialisme, prit la direction de la formation des Panzergrenadiers SS. Sous son commandement, des efforts furent faits pour améliorer leurs capacités opérationnelles, bien qu'ils continuèrent à présenter des lacunes notables dans les tactiques d'infanterie. Ces soldats manquaient d'entraînement en combat nocturne, en lutte dans des environnements hostiles, en camouflage et en fortification de position. Ils avaient aussi des défauts en matière de discipline de tir et de coordination avec les unités blindées. Face à ces limitations, le haut commandement nazi choisit de compenser le manque de préparation par un renforcement du nombre de véhicules blindés, assignés aux Panzergrenadiers SS. Cette décision transforma ces troupes en une force hybride, spécialisée dans la guerre mécanisée, avec l'objectif d'améliorer leurs performances sur le terrain. Toutefois, le manque d'expérience dans la conduite massive de blindés entraîna des problèmes opérationnels. Lors de la seconde bataille de Kharkov, lorsque les troupes soviétiques reprirent brièvement la ville, les Panzergrenadiers SS furent contraints de saboter une trentaine de tanks Panzer pour éviter qu'ils ne tombent intacts entre les mains de l'ennemi. Bien que la ville fût reconquise par les Allemands, cet épisode révéla le manque de compétences de ces unités dans l'utilisation tactique de leurs véhicules blindés. Le manque de préparation au combat à pied et l'inexpérience dans la coordination des blindés avec l'infanterie mettaient en lumière les points faibles des Panzergrenadiers SS. Bien qu'ils soient équipés de tanks avancés comme les Panzer IV, Panther et Tiger, leur manque de maîtrise limitait leur efficacité sur le champ de bataille. Un long processus d'apprentissage tout au long de la guerre fut nécessaire pour que ces troupes atteignent un niveau tactique acceptable dans l'utilisation de leurs unités mécanisées. Au fur et à mesure que le conflit avançait et que la situation devenait plus désespérée pour l'Allemagne, Himmler exploita au maximum l'image des Panzergrenadiers SS comme une troupe d'élite. Chaque petit succès au combat était exagéré et transformé en exploit héroïque, directement communiqué à Hitler. Ce type de propagande permettait à Himmler de consolider son pouvoir et d'obtenir davantage de ressources pour les Waffen-SS. Après l'échec de l'opération Barbarossa en 1941, Hitler commença à voir dans les Waffen-SS le modèle d'une future Wehrmacht nationale-socialiste, dans laquelle les Panzergrenadiers SS joueraient un rôle central en tant qu'infanterie mécanisée d'assaut. Pour Himmler, cela signifiait une ascension encore plus grande au sein de l'appareil du Troisième Reich, lui donnant le contrôle d'une force militarisée qui ne répondait pas seulement sur le champ de bataille, mais servait également d'instrument idéologique et politique pour le régime nazi. Pour renforcer le mythe auprès de la population allemande, les SS firent appel au talent d'un designer graphique reconnu de l'époque, Ottomar Anton. Ces affiches, méticuleusement élaborées, projetaient une image très attrayante des Waffen-SS,
stratégiquement conçue pour capter l'attention de la jeunesse et encourager l'enrôlement. À travers cette propagande visuelle, l'organisation présentait l'entrée dans ses rangs comme une occasion unique, mettant en avant l'honneur de servir dans la garde personnelle de Hitler. Cette stratégie de recrutement devint un outil clé pour attirer de nouveaux membres dans cette force de combat idéologisée. La machine de propagande des SS ne se limitait pas à de simples affiches. Himmler établit une équipe spéciale de correspondants de guerre qui accompagnaient les unités lors de leurs opérations et documentèrent chaque combat à travers des bulletins vantant leurs prétendues prouesses. Ces rapports étaient ensuite reproduits et amplifiés dans les journaux, à la radio et dans d'autres médias, devenant la base d'une campagne médiatique de masse. De plus, les actualités projetées dans les cinémas incluaient entre 2 et 3 segments hebdomadaires consacrés exclusivement aux Waffen-SS, garantissant que leur image prévalait sur celle des autres forces militaires allemandes. Rien n'était laissé au hasard dans la construction de leur image. Tandis que la Wehrmacht était représentée dans la propagande par des prises de vue monotones de soldats marchant en formation, les Waffen-SS adoptèrent une nouvelle stratégie visuelle. Leurs troupes étaient filmées en pleine action, entourées de feu et de destruction, portant leurs uniformes inconfondables, projetant ainsi une image de bravoure et d'agressivité. Le public était captivé. Le mythe se consolidait. Ils étaient présentés comme l'élite. Cependant, cette perception idéalisée des combattants des SS s'effondra trop tard. Ce n'est qu'après les interrogatoires réalisés par les Alliés dans les derniers mois de la guerre que les différences avec l'infanterie régulière de l'armée commencèrent à être évidentes. À peine 2 mois avant la fin du conflit, les services de renseignement américains commencèrent à reconsidérer leur vision des Waffen-SS et un net éloignement du mythe se produisit. Mais ce changement de perspective arriva trop tard. D'ici là, l'image des Waffen-SS en tant que force d'élite était déjà profondément enracinée dans l'histoire. Kampfgruppe Peiper, la dernière offensive des Waffen-SS. Lors de la dernière grande offensive allemande sur le front occidental, connue sous le nom de bataille des Ardennes, le haut commandement nazi opta pour une stratégie audacieuse, concentrer ses forces les plus puissantes sur le secteur nord, comptant sur le fait que les divisions d'élite des Waffen-SS réussiraient à ouvrir une brèche décisive dans les lignes ennemies. La première division Panzer-SS, Leibstandart Adolf Hitler, et la 12e division Panzer-SS Hitlerjugend furent choisis pour mener l'attaque, avec pour mission de progresser à tout prix jusqu'au port d'Anvers et de forcer les Alliés à négocier. L'axe principal de cette attaque était représenté par la première division Panzer-SS, une force composée aussi bien de soldats vétérans, expérimentés au combat, que de jeunes recrues désireuses de se prouver sur le terrain. Leur capacité offensive était impressionnante, avec une combinaison de tanks lourds, d'artillerie mobile et d'unités anti-aériennes, ce qui en faisait une menace létale pour toute résistance alliée. Cependant, au sein de cette offensive, une unité se distingua comme le symbole de la férocité de l'assaut allemand, le Kampfgruppe Peiper, sous le commandement de l'ambitieux Joachim Peiper. Cette force de choc fut la plus redoutée du secteur nord, progressant à grande vitesse et infligeant des dégâts dévastateurs sur son passage. La brutalité avec laquelle elle opérait et son rôle clé dans l'offensive en firent le symbole du dernier essai allemand pour renverser le cours de la guerre en leur faveur. Lors de l'offensive des Ardennes, la 6e armée Panzer, commandée par le SS Oberstgruppenführer Joseph Sepp Dietrich, mena l'attaque allemande avec ses unités les plus expérimentées des Waffen-SS. Leur mission principale était de percer jusqu'à Anvers, tandis que le 5e armée Panzer, sous le commandement de Hasso von Manteuffel, devait avancer vers Bruxelles. Sur le flanc sud, la 7e armée, dirigée par Erich Brandenberger, protégeait la ligne allemande depuis la frontière du Luxembourg. Dans le cadre de cette offensive, la première division Panzer SS Leibstandart Adolf Hitler fut divisée en 4 Kampfgruppen, chacun avec une mission spécifique. Parmi eux, le Kampfgruppe Peiper, dirigé par Joachim Peiper, prit la tête de l'opération. Peiper, un vétéran du front oriental et expert en guerre blindée, exprima ses inquiétudes concernant les itinéraires que son unité devait suivre. La difficulté du terrain des Ardennes, avec des routes étroites et en mauvais état, compliquerait leur avancée. Cependant,
Lorsqu'on lui informa que la stratégie avait été personnellement conçue par Hitler, il n'eut d'autre choix que d'accepter la mission. Les forces furent organisées en 4 unités principales, le Kampfgruppe Peiper, dirigé par Joachim Peiper, le Kampfgruppe Hansen, sous le commandement de Max Hansen, le Kampfgruppe Knittel, mené par Gustav Knittel, et le Kampfgruppe Sandig, commandé par Rudolf Sandig. Dans les premiers jours de l'offensive, Peiper et son unité ouvrirent la voie à travers les Ardennes, surmontant de multiples obstacles et atteignant plusieurs de leurs objectifs initiaux. Le 18 décembre 1944, il ordonna à ses forces de soutien d'éliminer la résistance américaine à Stavelot et de continuer l'avancée. Cette décision, sans le savoir, scellerait le destin de son Kampfgruppe. Le même jour, le Kampfgruppe Hansen tendit une embuscade à un convoi américain du 14e groupe de cavalerie, utilisant le brouillard comme couverture. La surprise fut totale, obligeant les Américains à abandonner leurs véhicules et à se retirer à plus tôt. Le 19 décembre, l'effet de surprise de l'offensive allemande s'était dissipé. Les troupes alliées, qui avaient d'abord reculé, commencèrent à organiser une résistance de plus en plus efficace. 2 jours plus tôt, le 17 décembre, le commandement allié avait ordonné le déploiement de la 30e division d'infanterie des États-Unis autour de Eupen, avec pour mission de bloquer l'avancée de Peiper et d'établir une ligne défensive de Malmedy à Stoumont. À mesure que les Américains sécurisaient leur position, le 119e régiment d'infanterie s'installa à Stoumont, tandis que le 117e régiment se repliait et se réorganisait à Stavelot, reprenant une partie du terrain que Peiper avait négligé. Si l'opération alliée réussissait, le Kampfgruppe Peiper serait coupé du reste de la Leibstandarte. Dans la nuit du 18 au 19 décembre, le Kampfgruppe Peiper s'arrêta aux portes de Stoumont. Bien que Peiper savait qu'il y avait des forces ennemies dans la ville, il ne connaissait ni leur nombre ni leur capacité défensive et décida donc d'attendre l'aube pour lancer l'attaque. Le 19 décembre 1944, dès les premières lueurs du jour, le Kampfgruppe Peiper lança son offensive contre Stoumont. La résistance américaine fut féroce, mais après de violents combats, les troupes de Peiper réussirent à prendre la ville. Le moment le plus critique arriva lorsque les semi-chenillés allemands firent irruption dans les rues et commencèrent à nettoyer maison par maison, assurant ainsi le contrôle total de la zone et capturant de nombreux prisonniers alliés. Après avoir consolidé la position, les forces allemandes marquèrent une pause pour se réorganiser. Du matériel américain fut réquisitionné et les dégâts évalués avant de poursuivre l'avancée. L'objectif suivant était une petite gare en périphérie de Stoumont. Cependant, lorsque le premier char Panther avança sur la route et tourna un virage, une puissante explosion secoua le lieu. Un obus de 90 mm, tiré depuis une position camouflée, traversa le blindage du char et le détruisit instantanément. Peiper fut surpris par la férocité du feu ennemi. Pensant que la route était dégagée, il sous-estima les préparations défensives des Alliés. À mesure que d'autres projectiles frappaient sa tête de colonne, il se rendit compte que son unité était en danger. N'ayant d'autre option, il ordonna à ses hommes de résister et d'attendre de nouvelles instructions avant de poursuivre l'offensive. Le colonel des SS, après avoir évalué la situation de son unité, comprit rapidement que sa position était critique. La perte de la gare et le manque de progrès à Stavelot compliquaient davantage la situation. Les forces américaines, spécifiquement le 117e régiment d'infanterie et le 743e bataillon de tanks, lancèrent une offensive depuis Ster et Renarmont, réussissant à reprendre complètement Stavelot. Ce qui était encore plus préoccupant, c'est que les Américains reprirent le contrôle des routes d'accès, coupant ainsi toute possibilité de ravitaillement et laissant le Kampfgruppe Peiper isolé du reste de la première division Panzer SS. Avec les réserves de carburant presque épuisées, Peiper ordonna le retrait de ses Panthers vers Stoumont et établit un périmètre défensif autour de la Gleise, dans l'attente d'une contre-offensive qui rétablirait la connexion avec ses lignes. Pour briser le siège, le Kampfgruppe Hansen reçut l'ordre d'avancer et de libérer Peiper de son isolement. Cependant, en tentant de traverser 3 ponts, leurs forces rencontrèrent une résistance farouche de la part des Américains, empêchant toute avancée. Les Américains, après la bataille, se replièrent à l'ouest du fleuve Salm, détruisant des ponts lors de leur retraite pour empêcher les Allemands de traverser.
L'effondrement du pont de Trois-Ponts obligea Hansen à chercher une autre route, trouvant une alternative à Rochelainval, au sud. À 17h30, l'infanterie allemande, soutenue par des blindés, lança une attaque contre le pont. Mais avant qu'ils ne puissent le franchir, les ingénieurs aéroportés du 307e bataillon de génie déclenchèrent les explosifs préalablement placés, faisant s'effondrer la structure dans le fleuve. Ainsi, le dernier espoir de libérer le Kampfgruppe Peiper disparut. Face à l'échec du sauvetage, la Luftwaffe tenta de larguer des ravitaillements aériens aux forces encerclées. Cependant, l'opération fut un désastre. La mauvaise coordination entraîna la chute des conteneurs de munitions, de nourriture et d'eau sur des positions contrôlées par les Américains. Sans possibilité de réapprovisionnement et avec les ressources épuisées, Peiper demanda l'autorisation d'abandonner la position. Finalement, il reçut l'ordre de se retirer. Pour gagner du temps, il laissa un petit contingent à l'arrière, chargé de ralentir les Américains tandis que la majorité de ses hommes s'échappaient. Lors de leur retraite, ils laissèrent derrière eux plus de 100 véhicules, dont 6 King Tiger et 12 Panther, abandonnés faute de carburant.